Le point des idées, deuxième partie, votre nouveau rendez-vous du dimanche sur LCI avec Étienne Gernel, le directeur du Point. Après les vivants et les morts avec Delphine Orvillers, on va changer de registre. Quoique, on va parler bonne chère et plaisir de la gastronomie. Mais oui, ici, le vrai choc des civilisations se passait dans notre assiette. Le grand George Steiner disait que les cafés étaient ce qui définissait mieux la notion d'Europe. Qu'en est-il, par exemple, pour les restaurants? Et puis, le combat, il a lieu aussi pour ce qui se passe dans nos assiettes. La viande, par exemple, le véganisme, bref, la bouffe, c'est de la politique. Avec nous, pour parler de tout ça, Guy Savoy, à ma gauche. Alors, il n'aime pas le mot chef, néanmoins, c'est quand même le chef des chefs, moi je peux me permettre de le dire. Son 3 étoiles de la Monnaie de Paris a été élu 4 fois de suite meilleur restaurant du monde par la liste. Et vous publiez le premier de 4 ouvrages de recettes de soupe. Le premier tome vient de sortir, Soupe de printemps aux éditions Hercher. À la soupe. Pascal Pic, à ma droite, paléo-anthropologue, maître de conférence au Collège de France. Son dernier ouvrage est L'évolution créée à la femme, édité chez l'excellente Odile Jacob. Et lui, il va nous parler de l'histoire de ce qu'on a mangé et ce que mangent d'ailleurs les grands primates qui sont nos cousins. Première question, immédiatement, pour vous deux, peut-être vous, Guy Savoy. La fermeture des restaurants, c'est un sujet économique. C'est un sujet humain, mais c'est aussi un sujet de civilisation. En tout cas, c'est un sujet très très grave, qui est bien sûr adossé à une crise sanitaire qu'il ne faut bien sûr pas ignorer. Mais comment, à travers cette crise, on peut arrêter une activité qui met en péril tous nos fournisseurs déjà, qui sont tous ces artisans et de la mer qui nous proposent et nous livrent tous les jours des produits d'exception qui font la singularité de la France, cette diversité et cette qualité, c'est vraiment unique au monde, chez nous, en France. Ce sont des équipes qui sont mises à l'arrêt, et dans ces équipes, il y a des apprentis. Alors, on parle beaucoup des étudiants en ce moment. On oublie de parler des apprentis. D'ailleurs, moi, je suis en train de militer pour que tout ça porte le même nom. Soit on appelle les apprentis étudiants, soit on appelle les étudiants apprentis. Mais ce sont tous des gens qui sont dans une formation, qu'elle soit intellectuelle ou gestuelle, qui vont rentrer dans la vie active, qu'on prépare pour cette vie active, à part que chez nous, je parle de chez nous, les artisans, si on n'est pas confronté aux gestes tous les jours, physiquement, en présentiel, puisque le mot aujourd'hui prend toute sa force, eh bien c'est 2 années perdues, puisqu'ils ont perdu, les apprentis et les stagiaires ont perdu l'année 2020, ils sont en train de perdre l'année 2021, et ça, sachant que pour nous, la transmission, c'est primordial. Nous sommes tous, moi-même, je suis le fruit de la transmission, de mes maîtres d'apprentissage et de tous ceux qui ont continué à parfaire. Donc c'est un patrimoine culturel, tout ça aussi. C'est culturel, c'est gestuel, c'est tout ça. Et puis après, les convives qu'il ne faut pas oublier, parce que... C'est civilisationnel. Vous dites que le restaurant est un lieu hyper civilisé. Moi, je dis que c'est le dernier lieu civilisé de la planète. Citez-moi un autre lieu où, à partir du moment où vous avez passé la porte, même pas passé la porte, vous êtes arrivé avec votre voiture, il y a un voiturier qui a pris votre voiture, et après, vous vous laissez porter. Porter pas pour un bien-être, porter pour un mieux-être. Pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, si vous le souhaitez, on vous prend totalement en charge pour d'abord notre plaisir, parce que c'est notre plaisir de faire ce métier comme ça. Nous sommes dans le concret des produits que l'on transforme tout aussi concrètement. Et de l'autre côté de la cloison, il y a la salle à manger avec des convives qui vont déguster ce qu'on a préparé. Vous vous rendez compte, l'intimité, c'est pas banal. Le fait de manger, on peut... je parle devant un éminent spécialiste bien plus érudit que moi, mais le fait de manger, d'être à table, cette relation que l'on a avec les convives, que ce soit familiale, amicale, pour les affaires, c'est quelque chose d'unique. Moi, je me rends compte en ce moment, moi-même, qui fais la cuisine 2 fois par jour, mais je rêve que le restaurant rouvre pour qu'on s'occupe de moi, enfin, quoi. Alors, Pascal Pic, vous nous dites c'est vieux comme le monde, le fait de se mettre ensemble, et vous nous dites même que nos cousins, les chimpanzés, ils mangent ensemble parfois, pour des moments importants. Oui, ils sont omnivores comme nous, et en plus, ils ont un certain bon goût.
Enfin, je ne vous conseille pas de les avoir dans votre salle à manger, cher Guy Savoie. Ça va être un beau bazar, mais ils apprécient les bonnes choses. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des nourritures qui sont plus prisées que les autres, comme chez nous, bien évidemment. Et ces nourritures les plus prisées, comme la viande notamment, c'est les chimpanzés chassent, c'est surtout un petit peu dans le prolongement de ce que vous disiez, un acte social. En définitive, ils n'ont pas besoin vraiment de viande pour le régime alimentaire, mais c'est l'occasion d'avoir une excitation sociale, de jouer sur des collaborations entre les mâles et les femelles. Et ce qui est tout à fait troublant, c'est que lorsqu'ils attrapent une proie, alors, c'est intéressant parce qu'ils désignent un personnage, ils ont une espèce de chef pour cela, mais dans le sens du terme, c'est pas forcément les dominants. Hein. Donc, ils vont accepter que tel ou tel individu soit le leader de la chasse. Tout le monde va se mettre sous ses ordres, d'une certaine manière. Ce qui fait d'ailleurs penser aux méthodes de management de l'innovation aujourd'hui dans les entreprises. C'est exactement comme ça. C'est le plus compétent ou la plus compétente qui dirige l'action. Et il va attraper la proie. On a des exemples. Et après, ils vont partager. Et donc, chacun va reconnaître en fonction de la participation. Même les dominants, qui par définition, comme ils sont dominants, pourraient piquer la proie, ne le feront pas, parce que s'ils la piquent, cette proie, ils peuvent le faire. Mais le coup d'après, l'autre, il ne va pas y aller, quoi. Donc tout le monde va y perdre. Mais donc, ils mangent ensemble. Et ils mangent ensemble, ils partagent et ils transforment. Ils partagent la nourriture. Alors, c'est le seul cas que l'on connaît j'appelle ça, c'est stupide, hein, les sushis de la brousse. C'est-à-dire, ils prennent de la viande, de la chair, donc, et ils la mélangent avec des feuilles. Donc, ils s'en font du petit mélange. Et ils se font même des fois des boulettes qui se passent les uns les autres, donc, parce qu'ils partagent ce goût-là. Et derrière Donc, il y a la notion du plaisir. Notion du plaisir, du partage. absolument clair, du partage, et puis surtout, l'action sociale. L'action, donc, de l'excitation sociale, parce que la viande, évidemment, ça donne une réaction physiologique un peu plus rapide. Et là, donc, c'est un grand événement. Et surtout, les nourritures les plus prisées font l'objet de négociations sociales. Politiques, pour le pouvoir, parce que les chimpanzés font de la politique, comment on établit des relations les uns aux autres, et aussi des relations sexuelles ou de collaboration, etc. Donc la nourriture, ce n'est pas que se nourrir, même chez les chimpanzés. Et dans notre évolution, bien sûr, ça prend une autre ampleur. On n'est pas encore chez Guy Savoie, mais tout ceci vient quand même de fondements sociaux et gustatifs et cognitifs, parce qu'évidemment, c'est tout ça, ils participent, qui sont très anciens. C'était la même chose chez l'homme préhistorique. Il ne s'agissait pas juste de manger pour survivre. Il y avait d'autres fonctions. C'était toutes les bêtises qu'on racontait sur les hommes préhistoriques. Ça, c'est une des dérives idéologiques de l'ère du progrès du XIXe siècle. On disait, les gens ils travaillaient comme des malheureux quand même dans les mines, on disait, ou dans les usines, attendez, hier c'était moins bien, demain ça sera mieux. Donc ils l'ont cru, les pauvres. Mais en l'occurrence, on a une vision très négative de la préhistoire. Alors je dis pas que c'était le paradis, on ne va pas tomber dans l'excès inverse, mais très clairement, dans la préhistoire, effectivement, il y a des modes de cuisson qui sont beaucoup plus anciens qu'on l'imagine. Le bouillon, la soupe, la pirade, la broche évidemment. Il y a des tas de combinaisons. Ils savaient préserver les nourritures avec le gras, avec le sel. Tout ça remonte à bien plus longtemps et ça rentrait évidemment dans les stratégies sociales. On a parlé d'un modèle dans les années 50, 60, 1950, 1960, qu'on appelait l'homme le chasseur, man the hunter, l'homme chasseur, en disant que la viande apportait tout. Alors ça, c'est le modèle des années 50, quand la viande a dominé dans nos régimes alimentaires. On va revenir 2 secondes à la viande un tout petit peu plus tard dans le débat. Mais en l'occurrence, le repas est au cœur de l'organisation sociale. Voilà, alors ça, c'est très important. Mais là, pendant cette période de Covid, les gens ont redécouvert aussi la cuisine chez eux. Et oui. Alors, on n'a plus de restaurants, c'est triste, mais au fond, est-ce que c'est pas bien quand même que les gens aient redécouvert le fait de cuisiner eux-mêmes ? Mais bien sûr, redécouvrir la cuisine, encore une fois, dans un monde qui est de plus en plus virtuel, et puis dans un monde, il faut bien dire, confus en ce moment, enfin, la confusion règne, prendre des produits, bien sûr, comestibles, et simplement, sous l'action de la cuisinière ou des cuisiniers, la transformer en l'assaisonnant, la coupant, en la cuisant de je ne sais quelle manière, on est dans le concret, ce concret qui débouche forcément sur déjà la satisfaction de celle ou celui qui a cuisiné, et après, le plaisir du partage avec la famille ou les amis. Donc ça, c'est quelque chose de hyper valorisant. Moi, je sais que je cuisine beaucoup pendant ce confinement. C'est pas un supplice, bien au contraire. Et vous cuisinez plus que d'habitude ? Différemment. Parce qu'il faut s'habituer à être seul, quoi. À être seul dans la cuisine et de se dire maintenant comment tu t'organises pour, en étant seul, pouvoir réaliser tout ça et quand même pouvoir t'asseoir au moment de passer à table et pas de passer tout ton temps en cuisine. Et c'est très facile quand il y a une équipe autour de soi. Cette expression « se mettre à table », qui signifie aussi se livrer, est-ce qu'elle signifie que quand on partage un repas, que ce soit au restaurant ou chez soi, chez l'homme d'aujourd'hui ou chez Sapiens, est-ce qu'on partage autre chose ? Est-ce que c'est aussi un moyen de se livrer ? Et bien sûr, se retrouver à table.
je dirais, la cuisine n'est qu'un prétexte. Les choses importantes se passent, je dirais, dans les conversations, dans le... Après, bien sûr, si la cuisine a été faite avec amour, ça désinhibe forcément plus les convives. Il y a cette chaleur humaine qui s'installe et de dire qu'est-ce que c'est bon, et là on se lâche un peu plus parce que on va décider de boire un bon vin et qu'on va être bien, tout simplement. Ce fameux, pas bien-être, mais ce mieux-être qui est impératif à table. Il y a un aspect très important qu'a évoqué Guy Savoy, sur lequel je vais insister. Le fait de refaire la cuisine chez soi, c'est important parce que ça veut dire qu'on se met dans une attitude qui anticipe le bonheur qu'on va partager ensemble. J'ai eu une expérience récemment à cause de la Covid, tout simplement. Nous étions chez des amis et elle cuisine très très bien. Elle ne pouvait pas, donc elle a commandé un repas dans un restaurant, donc ça les aide un petit peu de faire cela. Ben, c'était très intéressant parce que ce sont des bons amis, on se connaît depuis que nous sommes étudiants, donc ça fait quelques décennies. Mais néanmoins, ce n'était pas tout à fait elle-même, on le sentait, était un petit peu contrariée parce que le fait de s'engager dans une action comme ça pendant plusieurs heures, choisir les aliments, leur qualité, les cuisines, etc., ça participe autant que la qualité du repas, parce que ça veut dire qu'on se préparait pour recevoir ses amis ou ses convives, et que les autres le savent aussi. Donc ça, c'est extrêmement important. On a donné quelque chose. Et moi, je dis souvent, ne serait-ce que d'aller prendre son panier et aller faire le marché. C'est génial. Je dis, le marché est à la cuisine ce que les préliminaires sont à l'amour. Donc, vous le dites parfaitement, si c'est un repas livré, vous n'avez pas l'âme du cuisinier ou de la cuisinière. Et on ne peut pas dissocier l'âme de l'événement. Et alors, justement, la cuisine, c'est aussi de la politique dans le sens où il s'y passe des choses à table. On négocie des choses. C'est Talleyrand, c'est vous qui l'a rappelé, qui promettait à Napoléon « Donnez-moi de bons cuisiniers, je vous ferai de bons traités ». Au fond, la cuisine, c'est aussi un instrument politique ou un instrument commercial. Chez vous, on peut croiser des politiques, on peut croiser des patrons. Déjà, peu importe l'origine. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les gourmands. Mais c'est vrai que la cuisine a un pouvoir désinhibant évident. Si vous êtes bien à table, vous le sentez. Ça ne s'explique pas. Quand vous êtes bien, vous ne prenez pas un papier, un crayon, et en essayant de faire la partition de votre mieux-être. Vous vous sentez bien, ça y est, vous vous lâchez, vous buvez bien sûr avec modération, mais moi j'adore sentir, bien sûr que lorsque le restaurant était ouvert, et lorsqu'il sera de nouveau ouvert, c'est-à-dire cette atmosphère, je ne sais pas si le mot se dit, qui se chaleurise. Mais ça va, c'est-à-dire à 20h, un restaurant, il est triste. À 21h, il commence à être un peu joyeux. Et à 22h, c'est génial. Mais ça va revenir vraiment. Mais pourquoi ça ne va pas revenir? Ça va revenir comme avant. Mais rajoutez pas de l'inquiétude à l'inquiétude. Enfin, ça me paraît insensé. Ça. Oui, ça va revenir. Moi, je ne compte pas ce monde d'avant et ce monde d'après, mais m'ennuie terriblement. Nous, le monde d'après, on l'a fait avant, puisque les gens sont bien chez nous. Donc, on va le retrouver. Pascal Pic, est-ce qu'on sait qui cuisinait chez Sapiens et chez nos cousins Ça, c'était un petit peu compliqué parce qu'on a prolongé dans le passé, comme très souvent, donc des modes de vie que nous avions aujourd'hui. Et je rappelle que la préhistoire, surtout moderne, s'est surtout très développée dans les années 50, 60, 1970, la découverte de Lucie. Et en France, en Europe et dans tout le monde occidentalisé d'ailleurs, il y avait une très forte dissociation entre le monde des hommes et le monde des femmes. Et à partir de là, donc, on a projeté dans le passé en disant que oui, en effet, il n'y avait que les femmes qui cuisinaient et pas les hommes. Et ça, on n'en sait strictement rien. Ça, il faut bien se rappeler. C'est une question qu'on se repose parce que nous avions trop se poser dans le passé tous nos clichés. De la même façon que dans votre domaine, dans la haute cuisine, cher Guy Savoy, on disait ah oui, il y a les chefs que les hommes. Puis maintenant, on voit que les femmes sont là, elles arrivent. Et donc là, évidemment, ça va changer notre regard aussi sur la préhistoire. Alors donc, c'est plus les femmes qui cuisinaient, néanmoins. Il y a quand même quelque chose qui a participé quand même à un petit peu l'oppression des femmes. C'est quand même les végétaux, les légumes. Tout ce qui est légumes et végétal, c'est formidable. On les a redécouverts après la crise de la vache folle. Votre collègue Plassard, vous vous souvenez, etc. Ça, c'est formidable. Alors, on a réouvert des potagers. Alain Plassard, un cuisinier la Claire Vallée, qui cuisine que des légumes. Dans le bassin d'Arcachon, a reçu cette année sa première étoile pour un restaurant vegan. C'est ça. Et elle défend
le véganisme comme gourmandise. On a prévu de parler Alors- du véganisme. Je vous sens très pressé de parler de cette question du véganisme quand même. On va y arriver. Non, parce que moi, On va y arriver. j'avais une question pour le Mais professeur. le traitement des légumes, c'est très compliqué. Moi, l'autre fois, j'avais commandé un repas pour l'anniversaire de ma petite fille, tout simplement. Elle disait, qu'est-ce que tu veux? Je veux un couscous. Alors, ça, c'est papa qui poussait derrière. Mais j'étais très déçu du couscous. J'ai dit, OK, je vais m'y mettre. J'ai passé une semaine à regarder toutes les recettes, à essayer, etc. Donc, mais un bon couscous, c'est 2 jours de travail. Enfin, je vous dis ça sous votre contrôle. Et parce que les légumes, la semoule, ça prend énormément de temps. Donc, il y a eu, autour de la révolution donc, agricole, qui a commencé à 7 à 8 000 ans par rapport à aujourd'hui, en effet, un enjeu de séparation des tâches entre les hommes et les femmes. Et il est vrai que le traitement de tout ce qui est le riz, les céréales, etc., c'est énormément de boulot, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, on est en train un petit peu de réévaluer cela, mais grâce aux produits qu'on achète directement, les surgelés, je suis désolé, mais vous n'utilisez pas des surgelés, mais dans les familles qu'on veut cuisiner, on est un peu pressé, sur les légumes, on gagne du temps. Donc tout ça est en train de se rééquilibrer. Vous voyez. Et est-ce qu'on sait si Sapiens recevait? Bien sûr. Ah oui. Mais bien sûr, il n'y a pas une seule population humaine qui n'a pas des cycles de rencontres, d'échanges, pour d'ailleurs échanger des outils, faire des alliances politiques, échanger des relations matrimoniales, etc. Autour d'un repas. Et il y a toujours un repas. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'était quelque chose qui avait beaucoup frappé les ethnologues à la fin du XIXe siècle sur les populations du nord-ouest d'Amérique du Nord, qui sont des chasseurs, économie de chasse et de collecte. Je ne dis pas que chasseurs-collecteurs, il y a aussi les hommes et les femmes. On le sait maintenant, les femmes chassaient. Et derrière cela, ils se réunissaient. On ne pouvait pas stocker les nourritures comme on le fait aujourd'hui, mais ils arrivaient à stocker quand même sur une année. Mais des fois, ils en avaient beaucoup trop, et il y a fait qu'on appelle les potlatches. Et les potlatches, c'est une espèce d'orgie gigantesque où on échangeait de la nourriture pour ne pas la gâcher, mais on la mangeait tous, et c'était des moments absolument énormes en termes d'échanges, d'alliances, etc. Oui, bien sûr, ça a toujours existé. Et à quel moment, si je puis me permettre, à quel moment on devient omnivore? On l'a toujours été. Ah d'accord. Comme les chimpanzés, notre ancêtre commun, 7 millions d'années, on a toujours été omnivores et avec du bon goût, ce qu'on a parfois un peu oublié. Alors parce que justement, la viande aujourd'hui, c'est un sujet, puis c'est un sujet politique. On le voit avec les cantines scolaires, il y a des gens il y a des bouchers qui ont été attaqués. Mais en quoi la viande, c'est mal? Est-ce qu'il faut manger moins de viande ou pas de viande du tout? Est-ce que la viande, c'est mal? Guy Savoie, répondez. Moi, on m'a appris à l'école qu'on était omnivore et qu'il fallait manger de tout. Donc voilà, j'en reste là. Alors, est-ce que j'ai envie de manger une côte de bœuf tous les jours? C'est pas certain. Mais lorsque je reçois des amis et se taper une belle côte de bœuf un dimanche midi, moi, ça me va bien. Donc, bon, et puis quelle viande en ce moment, on a des agneaux de lait qui sont exceptionnels. Enfin, les veaux aussi. Enfin, il y a la qualité de la viande. Sans parler des volailles qui sont aussi de plus en plus, je dirais, de qualité exceptionnelle, surtout chez nous en France. Donc, je vois pas quel est le problème. Encore une fois, c'est une diversité de produits que l'on a. Mais si je fais le marché, n'importe quel marché, à Paris ou en région, vous avez vu la place que prend la viande sur un marché? C'est peanuts. C'est pas grand-chose, oui. Oui. Par rapport aux légumes, par rapport aux fruits, par rapport au fromage, enfin, tous les produits laitiers, même par rapport aux poissons, souvent, le poisson sur un marché a un espace bien plus important que la viande. D'ailleurs, vous dites que les marchés ont gagné en diversité aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bien sûr, vous êtes trop jeune, mais dans les années 60, on trouvait... Je vais prendre de la pomme. La pomme, c'est un produit tellement commun. On trouvait qu'une seule variété, la golden, qui était tellement poussée, la culture étant tellement poussée, était devenue insipide. Aujourd'hui, sur n'importe quel marché, vous avez, je sais pas, 15 ou 20 variétés de pommes. Pareil pour les poires, et puis tout. Je crois que heureusement, les consommateurs sont capables de dire ce qui leur procure du plaisir ou pas. Et c'est eux qui font... Il n'y a pas que le sujet du plaisir, il y a un sujet de morale aujourd'hui autour de ça. C'est comme ça, mais comme si l'homme était un singe qui a déchu en pêchant, en se mettant à la viande. On parle de singe dénaturé. J'ai commencé à rentrer dans ce genre de débat il y a une vingtaine d'années, parce que quelqu'un avait dit, oui, l'homme est un singe dénaturé, les singes ne sont que des végétariens, ils ne mangent jamais de viande, il n'y a que l'homme qui a complètement déraillé quelque part au cours de son évolution. Et on est venu me voir, j'ai dit, mais attendez, non. Les chimpanzés chassent, les babouins chassent, et comme je vous le disais, surtout,
Parce que c'est une nourriture, la viande, qui arrive de manière discrète, c'est-à-dire en une seule quantité, rapidement, et qu'il faut consommer rapidement. En plus de ça, il y a toute l'excitation pour l'achat, j'en ai parlé déjà, etc. Manger de la viande, ça dépend aussi des latitudes où l'on vit, si on parle des peuples dits traditionnels. Si vous êtes dans la bande des tropiques, 2/3 de l'alimentation est basée sur des ressources végétales, 1/3, 1/4 sur des ressources animales, poissons aussi, etc., selon les régions. Mais plus vous allez pour l'hémisphère nord vers les hautes latitudes, là vous avez des contraintes écologiques qui font que l'essentiel de nourriture est de moins en moins sur racines et de plus en plus sur pattes. Donc quand vous allez sur les latitudes circumpolaires, eh bien là, ce sont des peuples qui ne mangent que de la viande, parce qu'il n'y a que ça, il n'y a pas de végétaux. Donc là aussi, vous voyez, dire qu'il faut manger la viande ou pas, non, ça va dépendre des traditions, mais on a toujours mangé de la viande, soyons très clairs. Maintenant, le vrai enjeu, c'est comment se font les engagements moraux. Vous avez dit, il y a des aspects éthiques dans toutes les cultures. On ne tue pas un animal n'importe comment, on ne fait pas n'importe quoi. Et donc, effectivement, c'est un des enjeux que vous avez évoqués pour les pommes, mais aussi de l'industrialisation. C'est-à-dire l'élevage, donc. On n'a plus, quand j'étais jeune, moi je suis d'un milieu paysan, j'allais dans les fermes, je voyais les poules qu'on allait manger, etc. Ah, c'était bien traité. Bon. On a un petit coup de cœur, mais on y allait quand même. Mais c'est qu'aujourd'hui, les jeunes générations n'ont plus du tout de vision entre la barquette de viande qu'ils ont là, ou à côté, que ce soit une barquette avec des végétaux. Ils ne font pas la différence entre une origine animale, avec le bon traitement qu'il peut y avoir, etc., ou les végétaux ou autres. Donc il y a tout un problème de rééducation autour de cela, et ne pas culpabiliser, mais responsabiliser autour de la consommation de la viande. Et puis il y a l'aspect sanitaire aussi, le rapport à notre corps, à notre santé, qui passe aujourd'hui aussi beaucoup par la nourriture, qui devient une vraie préoccupation. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Moi, je fonctionne volontiers à l'envie, donc il y a des jours où j'ai envie de manger de la viande, des jours où j'ai envie de manger des tripes, c'était le cas à ce déjeuner. Donc, c'est ça, quoi. Je crois qu'on a une telle diversité dans la qualité, mais qu'on profite de tout, quoi. Ça me paraît tellement évident. Moi, lorsque je pars au marché avec mon panier, je suis totalement libre. Un jour, je vais peut-être prendre 90% de légumes et que 10% de viande ou de poisson, et puis d'autres fois, ça va être différent, quoi. On a la chance d'être dans un pays où on a tout, et dans une qualité exceptionnelle. C'est là que savoir cuisiner est important, parce que quand on sait cuisiner, alors je cuisine bien, mais je ne suis pas du tout au niveau, évidemment, des grands chefs, et même des chefs, mais néanmoins, quand on fait le marché et qu'on sait cuisiner, on construit en marchant sa recette. On va chercher les produits. Ah ben tiens, j'ai un truc que j'ai pas pris tout à l'heure. Bien évidemment. Alors, pardon, séquence fierté un petit peu aussi, l'alimentation et l'art culinaire, c'est un enjeu de civilisation. Ah oui. Et vous dites que la France est unique au monde. Est-ce que vraiment la France est au sommet de la civilisation culinaire mondiale? Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, elle est au sommet, bien sûr. Puis, d'ailleurs, le repas gastronomique des Français a été inscrit maintenant, ça fait 10 ans au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais moi, je peux vous garantir aujourd'hui qu'autour de la planète, grâce à la France, grâce aux cuisiniers qui sont venus apprendre ou se perfectionner chez nous, qui sont rentrés chez eux, soit pour valoriser leur cuisine. Je ne parle pas de gastronomie à ce moment-là. La gastronomie, c'est en France. Mais leur cuisine, je dirais la cuisine de leur pays, ou faire de la cuisine française, qui fait autant d'ambassades de France un peu réparties partout. Mais je dirais, il s'est passé, grâce à l'influence de la France, plus de choses ces 20 ou 30 dernières années que les 2000 ans qui ont précédé. Merci. Sur l'intérêt qu'on a pour la cuisine tout autour de la planète. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. On rappelle votre livre, Guy Savoy, Soupe de printemps. Hein, c'est le premier d'un des 4 tomes qui va sortir une soupe chaque saison. Vous réhabilitez la soupe parce que la soupe, c'est bon pour la santé et la soupe, c'est la liberté, dites-vous. C'est pas bon pour la santé, c'est bon pour la liberté. Voilà. Merci. Et les petits-enfants, en plus, adorent. Bien sûr, c'est plus la punition, la soupe. À dimanche soir et bonne soupe ce soir. Bonne soupe à tous.